Eh ben, salut tout le monde. Enfin, tout le monde. J'ai l'impression qu'on va pas être beaucoup ce soir parce que je soupçonne que la formation a pas eu du mal à passer. Alors c'est un petit peu ma faute parce que j'ai annoncé le stream sur les réseaux sociaux un petit peu tard, mais en même temps j'avais quand même annoncé depuis un petit moment sur YouTube que ça allait se faire comme ça. Alors, je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe. Là, à première vue, je vois quand même que Victor Dupire a eu la gentillesse de partager l'information sur YouTube. Maintenant, je sais pas trop si les habitués vont être présents. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur Twitch. Twitch, comme d'habitude, il n'y a personne. Hein, ça, c'est un petit peu la routine. Et sur YouTube... oui, peut-être quelqu'un, pas certain, voilà. Donc, oui, ce stream est un petit peu particulier parce que là, je teste une configuration nomade, donc vous n'allez pas avoir tout à fait la même configuration que d'habitude, parce que je suis pas sur mon ordinateur de bureau. Vous avez peut-être pu constater que le décor derrière moi est un petit peu plus spartiate que d'habitude, parce que je suis bêtement dans une chambre d'hôtel, pas très loin du parc des expositions, enfin, je suis au parc des expositions de Paris-Villepinte, Paris-Nord-Villepinte, puisque... prend quelques jours de congé, et on va à la Japan Expo, qui est juste à côté. L'idéal, c'est quand même de prendre l'hôtel qui est juste à côté, parce que je sais pas si vous avez déjà fréquenté la Japan Expo Paris, mais il y a toujours des choses assez comiques quand on prend le RER depuis le centre-ville de Paris. On se retrouve dans des RER blindés de taku. De temps en temps, il y a des gens qui vomissent. Enfin, je vous raconte pas, c'est absolument l'enfer. Du coup, ça fait déjà quelques années qu'on a décidé que non plus jamais ça les horreurs de la guerre, et qu'on allait donc prendre notre hôtel sur place, au parc des expositions même. Alors, il n'y a pas beaucoup de choix, il faut s'y prendre assez vite parce que les prix montent très vite en flèche. Mais au moins, c'est quand même un chouïa plus confortable. Donc, la configuration est assez particulière puisque j'ai mon Osmo Pocket 3 qui est juste à côté de moi. J'ai aussi mon appareil photo habituel qui est là, mais qui en fait sert de trépied à la lumière d'éclairage pour que vous puissiez me voir à peu près correctement. Effectivement, l'éclairage est quand même un chouïa dramatique. Vous avez peut-être remarqué, c'est quand même assez brutal. Et puis, en fait, j'ai le micro, le DJI Mic 2 qui est ici, qui est connecté au DJI Pocket, et c'est par là que vous allez avoir le son. J'espère d'ailleurs que le son est bon. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème avec le son, hein, parce que la dernière fois, quand j'ai retravaillé la rediffusion du truc, je me suis aperçu que le son était catastrophique. On devait être à genre moins 25 dB, un truc comme ça. Donc ça devait être là, tout le monde qui me dit ouais, c'est pas grave, moi j'ai monté le son. Oui, mais le but, c'est que vous montiez pas le son, c'est que vous n'avez pas à monter le son de votre côté, c'est que je vous sors un son de bonne qualité de ce côté-là. Donc normalement, d'après moi, ce que je vois sur OBS, j'ai un son qui monte à moins 10, moins 12 dB, ce qui est à peu près acceptable. C'est pas énorme, mais au moins c'est déjà ça. Alors on a Gfrisch qui vient et qui dit le son est bon pour moi. Et Claude Le Guillon, alors c'est un nouveau personne, son nickel. Eh ben merci, bienvenue à toi Claude. Merci de passer. Alors Claude, j'ai l'impression que c'est la première fois que tu es sur le stream, hein. Je t'ai jamais vu sur un stream d'Airdorin, et non plus je crois pas sur des streams de Radio Airdorin, donc bienvenue à toi. Est-ce que par hasard tu es fan de Tigre Volant aussi? Est-ce que tu connaissais le jeu, ou est-ce que tu as simplement vu de la lumière et tu es passé? Et là je viens de voir passer quelqu'un qui vient de dire salut les gens, et c'est Victor Dupire d'ailleurs justement. Bienvenue à toi Victor de nouveau. Merci d'avoir partagé sur Facebook l'annonce que j'ai fait un petit peu tard en plus. Donc là, soudainement, on a plein de monde. Plein de monde. On a 3 personnes. Alors, en même temps, par rapport à mon stream, ça reste quand même quelque chose d'assez conséquent. J'ai du monde. Je suis déjà assez content. Donc, l'idée, faut pas que je fasse trop de grands gestes par là parce que je masque je masque l'éclairage. Donc l'idée de ce stream, c'est que je suis en train de retravailler l'historique de Tigre Volant 3 pour la prochaine version du jeu qui donc s'appelle Airdorin 2300 pour l'instant.
C'est un live sur tes projets écrits. Exactement. C'est alors là, je vais parler principalement du jeu de rôle, mais si vous êtes sage, entre guillemets, parce que je vais probablement le faire quand même, je vais vous montrer aussi 2-3 petits trucs qui sont sur des projets plus littéraires, on va dire. Et là, j'espère que Axel et Ali vont être là pour ce soir. Tu découvres cet univers. J'ai l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore. Oui, c'est un petit peu ça. Je suis Pandore et bienvenue dans mon unboxing. Et donc, alors tu découvres quand tu dis tu découvres cet univers, c'est ce que tu connais quand même vaguement déjà de quoi on parle, ou est-ce que c'est vraiment tu vas totalement à la fraîche et tu sais pas trop de quoi il s'agit? C'est pour savoir si je te fais un petit résumé vite fait du bidule avant de lancer vraiment dans la partie écriture. Tac, je regarde un petit peu ce qui se passe. Non, Noob niveau 0, d'accord, ok. Alors, à l'origine, il y avait un jeu qui s'appelle Tigre Volant, qui existe depuis très longtemps, genre le XXe siècle. La première édition est sortie en 1990, la deuxième est sortie en 1992, 1993. Oui, je dis 90 parce que je suis suisse. Et comme son nom ne l'indique absolument pas, c'est un univers de science-fiction. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de changer de nom pour le nom de Erdorin 2300. Pourquoi Erdorin? Parce que Erdorin, en fait, c'est le nom que les extraterrestres, enfin, une peuplade d'extraterrestres donne à la Terre. La raison pour laquelle ils donnent ce nom-là, c'est parce qu'en fait, ils viennent de la Terre. Ce sont les Eldar, ce sont un petit peu, j'appelle ça les elfes pansexuels de l'espace. Et puis, donc, ces Eldar qui ont vécu sur Terre il y a environ 15 000 ans, ont dû quitter la planète pour cause de glaciation. Sont fauchés avec les dieux locaux, enfin c'est un bordel assez incommensurable. Bref, sont partis, ils ont fondé une civilisation galactique qui a connu ses hauts et ses bas, et puis soudainement en 2100 les terriens déboulent. Après avoir foutu le zbeul sur leur planète, ils ont fait plein de guerres mondiales, etc. Donc on est dans un univers qui est un petit peu uchronique. Comme c'est un univers que j'ai écrit dans les années 80, on sent un petit peu les mêmes tensions qu'il y avait à l'époque où, je veux dire, dans les années 80, moi j'étais pas sûr du tout de voir l'an 2000. Donc j'avais vraiment ce côté, ça va se finir en guerre mondiale. Donc j'ai écrit une guerre mondiale pour mon univers, qui a lieu entre 1989 et 1992, qui a causé quand même pas mal de ravages, plein de bombes atomiques dans tous les sens, etc. Et puis du coup, les terriens, ils vont quand même arriver à se remettre de ça et à développer une technologie hyperluminique et arriver à l'âge des étoiles. Et le truc, c'est qu'ils vont se retrouver au sein de d'autres civilisations qui ont un mode de vie similaire mais très différent quand même. C'est-à-dire similaire, c'est quand même des anthropomorphes, c'est quand même des gens qui ressemblent grosso modo à vous et moi, mais en mieux avec des oreilles en pointe. Et puis, surtout, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une espérance de vie très longue. Ils sont capables de vivre, en tout cas 1000 ans, voire parfois beaucoup plus pour certains. Et ça conditionne beaucoup leur culture, leur façon de penser. Ce qui fait que quand les terriens arrivent avec leur espérance de vie de 150 ans à tout péter, mais où ils font plein de trucs dans tous les sens, ça va un petit peu péter le cerveau de pas mal de gens. Ils vont se retrouver à devoir essayer de gérer cette espèce de bazar. C'est un petit peu, maintenant c'est devenu un trope, c'est devenu un cliché, c'est les humains sont les orques de l'espace, en fait. C'est les gars qui font un peu tout et n'importe quoi en faisant péter des trucs, et puis de temps en temps ça fait avancer la civilisation. De temps en temps ça leur pète à la gueule, mais ça c'est un petit peu normal. Voilà, c'est un univers de science-fiction qui a un ton volontairement décalé. C'est pas de la parodie, on n'est pas dans du Pratchett, c'est plus un ton un petit peu satirique. C'est pas du Douglas Adams non plus, même si j'aime beaucoup Douglas Adams. Donc, vous allez vous apercevoir que c'est un univers qui est construit de façon sérieuse, mais qui se prend pas toujours complètement au sérieux. C'est un petit peu l'idée, c'est de jouer beaucoup moi j'aime beaucoup jouer sur les quiproquos culturels, c'est justement de confronter ces deux cultures, la culture terrienne et puis la culture stellaire, les Eldar et d'autres peuples, qui ont des façons de penser très très différentes. Il y a un autre peuple qui sont les Siani, alors eux c'est des lézards, des espèces de grands lézards anthropomorphes,
et qui sont ovipares, ils voient pas les couleurs, et puis surtout culturellement, ils n'apprécient pas du tout la symétrie. Ce qui est assez amusant parce que ce sont des marchands principalement, c'est un peuple très commerçant, et donc du coup, comment est-ce qu'on fait un marché équitable avec des gens qui aiment pas la symétrie? C'est la grande question de l'histoire. Voilà. En très résumé le bazar, si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le site web ici, si je le faisais avec le bonne abréviation, ça irait bien, TVC, Tigre Volant Central. Donc ça, c'est le site officiel de Tigre Volant qui va devenir celui de Erdorin 2300. Et dessus, vous pouvez trouver déjà une grande quantité d'informations. En fait, toute l'ancienne version, la 3e édition de Tigre Volant, est disponible sous licence Creative Commons. Donc vous pouvez télécharger ça. Alors il n'y a pas tout, notamment les illustrations. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui n'ont pas voulu. Il y a certains illustrateurs qui ont accepté de jouer le jeu, qui ont accepté que leurs illustrations restent sous licence Creative Commons non commerciale, tandis que le reste du texte est sous licence Creative Commons partage à l'identique. C'est-à-dire vous pouvez tout à fait réutiliser le texte et faire vos propres trucs à votre sauce et le publier, pour peu que vous gardiez aussi ce contenu sous licence Creative Commons partage à l'identique. Et bien évidemment que si vous le faites en Creative Commons, il faut que vous mentionnez mon nom, mais ça c'est un petit détail. Alors je regarde sur Twitch, il y a toujours une activité qui est à peu près de 0, je pense. Non, ça c'est je regardais. Ah tiens, il y a des gens, non en fait c'est le réseau qui déconne. C'est les pics qu'il y a sur l'espèce de graphique que je vois sur Twitch. Non en fait c'est le réseau qui déconne. Bon, c'est pas grave. On a très exactement état du stream. Je vois même pas si j'ai des gens, mais à première vue je pense que ça va être vide de chez vide. Ah non, 2 spectateurs. Ah, il y aurait un spectateur sur Twitch, mais qui ne se présente pas, qui reste caché, qui lurk. Ah, on a Vincent Mathieu. Ah, bienvenue à toi Vincent. Alors Vincent, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. On a aussi Hamlet l'alphabet qui vient de débarquer, qui est un habitué du Radio Erdorin. Alors Vincent, je crois que c'est la première fois que tu viens sur le stream. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Vincent Mathieu, c'est l'auteur du jeu de rôle Cats la Mascarade, qui est aussi un grand fan de Tigre Volant depuis très très longtemps, depuis quasiment les débuts, enfin n'exagérons rien, mais enfin depuis avant la version 3, ce qui remonte déjà un petit peu au paléolithique inférieur. Hein. Alors, désolé si je suis un petit peu raide, mais là, entre les oreillers de l'hôtel qui étaient un petit peu difficiles, puis je pense que la clim a pas dû aider non plus, je me tape un torticolis assez violent. Donc je suis pas super joyeux, mais on va quand même faire des trucs. J'ai aussi la petite particularité du fait que j'ai un écran qui est beaucoup plus petit que d'habitude, donc j'espère que ça va, je vais quand même réussir à faire des trucs, à montrer des choses. Donc voilà. Alors, pour ceux qui étaient là la dernière fois, j'ai quand même un petit peu avancé. Là, je suis en train donc de réécrire le chapitre historique de Tigre Volant 3. L'idée pour Erdorin 2300, c'est d'avoir un texte qui soit beaucoup plus compact. Parce que, alors, je suis parfaitement content. Je suis historien de formation, donc écrire des historiques, c'est quelque chose qui me branche. J'aime bien le faire, je trouve ça assez cool, mais en même temps, je me rends compte, au bout d'un moment, au bout de 40 ans, il serait peut-être temps que, en fait, d'un point de vue rôlistique, c'est pas forcément le truc le plus utile pour les gens qui veulent commencer le jeu. Se taper 30 pages d'historique pour savoir pourquoi machin a fait un truc il y a 15 000 ans, c'est peut-être pas forcément super utile pour pouvoir jouer en 2300. Ça peut avoir son intérêt, mais en fait, c'est assez limité. Ce que les gens veulent plutôt savoir, c'est un petit peu dans les grandes lignes ce qui s'est passé pour avoir des idées d'interaction, mais pas beaucoup plus que ça. Donc là, je suis vraiment en train de tailler dans le gras, ça ne signifie pas que ce que j'ai écrit pour Tigre Volant 3 devient obsolète, mais c'est simplement que pour le livre de base de la nouvelle édition, ça ne me paraît pas nécessaire d'aller vraiment très profondément dans les détails. Donc l'idée, c'est d'avoir dans les grandes lignes
Et puis, alors là, je l'ai pas trop fait depuis un petit moment, mais vous voyez, il y a des bouts de chapitres. Là, je vous montre là, juste au-dessus du choc terrien. C'est plus compliqué que ça. C'est un petit peu le mot-clé, la phrase clé que je vais utiliser souvent dans cette nouvelle édition. Et donc, l'idée, c'est de partir du principe que on va expliquer les grandes lignes et puis souligner quelques éléments qui sont un peu plus tordus, qui voilà, qui expliquent qui montrent que en fait on n'est pas dans le domaine le plus simple qui soit. Donc moi j'avais commencé, on a commencé donc déjà c'est le 3e stream que je fais comme ça en réécriture du jeu. Donc on a déjà pas mal avancé sur toute la partie avant l'arrivée des terriens et là on arrive, les terriens sont... Là je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur le... Là soudainement j'ai eu une sorte de hockey et là curieusement ma caméra s'est bloquée. Est-ce que vous voyez encore des choses, les gens? Je vais passer ici, touc. Très cool 4 en passant, mais c'est pour Vincent, ça. Pouc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, soudainement? J'ai eu, comme si le truc s'était planté. Est-ce que vous m'entendez encore, les gens? Ou est-ce que ça a vraiment complètement planté, là? Alors, non, c'est pas les filtres dont j'ai besoin. Tu es figé chez moi. Alors, mais vous entendez le son déjà encore ou c'est juste la souris bouge sur l'image figée. Ok, ouais, d'accord, c'est bon. Donc effectivement, c'est la caméra qui a décidé de me dire Argle Pop. Donc, je vais essayer de la relancer. Donc là, toc, son ok. Donc tout le monde me dit que c'est la caméra qui fait des siennes. Propriété. Alors, pendant un bref instant, je vais tout couper. Et puis, on va remettre la Osmo Pocket 3. Alors, là, il n'y a plus d'image du tout. C'est lol, ça. Alors, si j'active la webcam, si j'active la webcam et soudainement c'est très moche. Pouf. Alors, j'ai quand même activé la webcam le temps que vous me voyez un petit peu, mais là, je suis en train d'essayer de remettre en route la Osmo Pocket qui, pour une raison qui m'échappe totalement, a décidé de se mettre en vrac. Est-ce que c'est la connexion? Est-ce que c'est les câbles qui déconnent? Touc. Comme quoi, en fait, le nomade, la connexion est tellement mauvaise, ça saute toutes les 30 secondes. Alors, écoute, la mienne n'est pas terrible non plus, c'est ce que j'ai expliqué au départ. Là, je suis un petit peu dans une configuration un peu chelou, où je suis en fait dans un hôtel, donc je fonctionne sur la connexion de l'hôtel, et du coup, je suis pas sûr du tout que j'ai une très bonne connexion. Alors là, pour l'instant, la Osmo Pocket, je sais pas trop ce qu'elle fait. Alors je vais l'éteindre et je vais la rallumer. Donc du coup, le son va couper un petit moment. Tadam. C'est parce que t'es paumé dans la pampa provençale. Oui, bah écoute. Écoute. Alors. Propriété. Il veut toujours pas, hein. C'est un petit peu pénible. Bon. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais ma webcam a décidé que, donc la Osmo Pocket a décidé qu'elle allait me dire zut. Donc, on va continuer avec la webcam du laptop, hein, qui est pile ici, là, par là mon doigt. Alors c'est pas idéal parce que le cadrage est pas fifou, mais au moins ça fonctionne. On va faire avec ça. Désolé les gens. Alors, toujours est-il que moi j'étais reparti pour commencer quand même à écrire sur cette histoire.
Voilà, j'en suis à ce qu'on appelle la deuxième guerre stellaire. Alors pour donner une idée, la première guerre stellaire, elle a eu lieu il y a très très longtemps dans l'histoire. Elle a eu lieu grosso modo entre moins 3000 et moins 600. Donc c'est vraiment une très longue guerre. Pour les terriens, en tout cas, c'est une très longue guerre. Moi qui mon t-shirt chouette, ah bah le t-shirt ElfQuest, ouais, là je l'ai sorti spécial pour la Japan Expo. En plus c'est un t-shirt un petit peu vintage. Je suis un gros fan d'ElfQuest. En fait, j'ai découvert ElfQuest en même temps que j'ai découvert le jeu de rôle, et c'est une des inspirations de Tigre Volant, parce que quand on parle d'elfes pansexuels, enfin là, ElfQuest, on est un petit peu en plein dedans. On va revenir ici. Donc, le truc, c'est que la première guerre stellaire a eu lieu entre les Eldar et les Karlan, grosso modo. Encore, c'est plus compliqué que ça. Et puis, la deuxième guerre stellaire, c'est principalement la deuxième et la troisième. Vous allez voir, c'est un peu la même blague. C'est les terriens qui commencent à faire les cons, qui commencent à débarquer un petit peu comme des chiens dans un jeu de quilles, dans cette histoire, dans cet empire galactique, enfin dans cette communauté galactique qui est là depuis plus de 10 000 ans. Et puis, qui est notamment une des nations, la Fédération des Hautes-Terres, qui a tendance à vouloir envahir des trucs qui sont pas à eux, parce que raison, parce qu'ils ont envie d'avoir un petit peu d'espace. Alors, donc si tu comprends bien, la réécriture des données, ça passe d'abord par un recadrage technique. Alors oui, d'une certaine façon, on peut dire ça comme ça, c'est que en fait l'idée c'est d'écrire un livre de base qui est assez différent dans son format de ce qu'était le livre de base de la version 3. Alors, le livre de base de la version 3, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un espèce de monstre au format A4 de 320 pages. Ça représentait 1,5 million de signes, donc c'est quelque chose d'absolument impanable pour n'importe qui n'est pas né dans les années 80, qui n'est pas né dans les années 60. Alors, si vous avez connu le jeu de rôle dans les années 80, 90, ouais, ok, d'accord, vous avez un petit peu l'habitude, mais enfin, de nos jours, c'est vraiment quand même un petit peu pas une purge à lire, mais enfin, c'est quand même pas super facile. Du coup, là, l'idée, c'est de faire des livres de base qui sont beaucoup plus petits, enfin, pas beaucoup plus petits, mais quand même considérablement plus petits. Alors, si vous connaissez un petit peu les productions de 2D Sans Face, qui est la maison d'édition pour laquelle je suis, dans laquelle je suis, notamment des productions comme Freaksquill, le jeu d'aventure, même si c'est pas nous qui l'avons publié, c'est nous qui l'avons écrit, et puis Itrasby surtout, c'est des formats qui sont plus petits, qui sont en 17-27 si mes souvenirs sont bons, par rapport au A4 qui est 21 par 29, et puis qui est aussi une pagination un petit peu moindre, on est dans les 200-250 pages. L'idée c'est de faire quelque chose de ce format-là. Donc on va passer de quelque chose qui fait 1,5 million de signes à quelque chose qui fait probablement 500-600 000 signes, donc un tiers de la taille. Et puis, l'autre truc qui va faciliter la chose, c'est que on travaille avec mon pote Antoine sur une mécanique de jeu qui est très allégée, très narrative. Donc c'est plus les systèmes un petit peu qu'on avait dans les années 80, avec plein de formules, plein de tables, 40 000 jets de dés, ce genre de trucs. On est vraiment sur un système narrativiste qui va tenir peut-être une dizaine de pages à tout casser. Et puis ça va aussi faire sauter une grande quantité des trucs qui prenaient énormément de place dans la version 3, qui étaient l'équipement et puis l'armement. Donc ça, tout ce qui est équipement, armement, ça va devenir quelque chose qui est beaucoup moins chiffré et qui est beaucoup plus de l'ordre du narratif, là encore. Et du coup, ça va faire de la place. Et puis, en fait, les différents systèmes d'armes ou les systèmes d'équipement, ça vont avoir un aspect qui est encore plus narratif, plus intégré dans le côté culturel de l'univers, plutôt qu'avoir des stats blocs d'un mètre carré, quoi. Voilà, donc et puis l'idée c'est aussi de vraiment revoir un petit peu tout le contenu, et puis de dire qu'est-ce qui est utile pour le meneur de jeu et pour les joueurs d'Erdorin 2300 qui vont se lancer dans le machin. Et est-ce qu'ils ont vraiment besoin de lire 25 pages d'historique pour commencer à jouer? Et la réponse est, ça me fait mal de le dire, mais non. Donc voilà, on va repartir là-dessus, et du coup, il y a des choses qui se sont passées, il y a des éléments de l'univers. Alors, là, on est sur un premier jet de réécriture. Il faut aussi que je dise ça, c'est qu'on est dans un premier jet de réécriture, et ça signifie que
là, j'élague un maximum et je vais probablement repasser pour réécrire des trucs parce que il va falloir aussi adapter le format d'écriture, le format narratif à quelque chose d'un petit peu différent. Quelque part, on n'écrit pas un historique en 5 pages comme on écrit un historique en 25 pages. C'est aussi des changements un petit peu stylistiques. Il faudra que je revienne là-dessus. Moi, chaque fois que je revois, en fait, c'est un des soucis. C'est peut-être un des problèmes que j'avais quand j'essayais de réécrire des bouts de texte, c'est que je m'apercevais que la manière dans laquelle c'était écrit ne collait pas avec ce que ça devrait être pour un bouquin. Et le problème, c'est que c'est une des raisons qui faisait que je me lançais pas dans l'écriture de ce jeu, dans la réécriture. Alors qu'en fait, c'est un petit peu con, mais il faut vraiment que je me lance et puis que je commence à faire des trucs. Autrement, ça va jamais avancer. Alors j'ai un petit côté aussi du mal à me motiver pour mettre en place le truc, mais c'est aussi ce côté. Faut pas que ça soit parfait, faut commencer le truc, quoi. Je peux pas faire en sorte que ça soit parfait tout de suite, ça ne le sera pas. Donc cette première réécriture de l'historique va probablement pas donner un résultat final, mais ça sera déjà un premier jet qui va me permettre de voir un petit peu quels sont les problèmes, quelles sont les choses qu'il faut que je change. Dans un premier temps, ça a quand même pas mal élagué, parce que si je me souviens bien, quand on avait commencé la réécriture, on était quelque chose comme à plus de 20 000 mots, et puis là, maintenant, on est à 13 000 mots, alors qu'on est à peu près à la moitié du truc. Donc ça a déjà bien dézingué. Touc. Alors, pouf. Sur Twitch... On sait pas, il n'y a pas de bien personne. Je regardais toujours pour voir si un petit peu s'il y avait encore un petit peu du monde. Tac. Alors, donc, les dirigeants de la fédération ne sont pas les moitiés d'imbéciles, ils attendent tout de même plus de 4 ans avant de se mettre en plan en application. Oui, parce qu'on savait déjà, il y avait déjà un truc qui... d'ailleurs, je l'ai viré, donc ça serait peut-être... Oui, ça c'est un élément que j'ai viré en fait, qu'il va falloir peut-être que je garde ou que je remette dans une truc, parce que normalement ce paragraphe au début de la deuxième guerre stellaire, il fait référence à un autre élément qui est que il y a des journalistes qui révèlent le fait que la Fédération des Hautes Terres est en train de faire des plans avec des P majuscules pour tenter d'envahir un monde habité. Et ce plan va arriver effectivement 4 ans plus tard. Oui, donc ils ont la brillante idée d'attaquer une planète qui s'appelle Alt, qui est une planète qui en apparence a un peuple d'une technologie assez peu avancée. Sauf qu'en fait, déjà, le peuple en question sont des ours anthropomorphes, format grizzly en général, donc quand même le gros modèle, qui sont loin des imbéciles, et même si effectivement ils n'ont pas une technologie très avancée, ils ont une connaissance de la technologie, même si en fait ils la voient de façon animiste en fait. Typiquement, un Talvaride donc c'est le peuple des ours, va tout à fait comprendre ce que c'est que l'informatique. Il va dire, ok, il y a des esprits de la foudre dans la petite boîte qui transmettent des informations, c'est des sortes de messagers des dieux, et il faut faire en sorte qu'ils envoient les bons messages aux bonnes personnes. Et puis si jamais ils font des conneries, il faut taper sur la boîte pour remettre de l'ordre, ou alors ouvrir la boîte et puis invoquer un autre dieu qui s'appelle C'est tout foutu. Donc fait, oh là là, c'est tout foutu là-dedans pour régler le problème. Là, je vois qu'il y a des messages. C'est un peu comme tout, il faut se fixer une deadline pour commencer à écrire, sinon on reporte facilement. Oui, alors exactement. Effectivement, c'est une question. C'est un peu se fixer une deadline, c'est un petit peu l'idée. Il faut effectivement voir ça un peu comme ça. Là, toutes les semaines, je dis, je vais écrire des trucs, et puis aussi se dire, je vais pas venir à la semaine en n'ayant rien écrit, je vais quand même avoir un petit peu bossé, un petit peu avancé. Donc ça me pousse un petit peu à avancer là-dessus. Donc, importance stratégique, richesse biologique, conditions de vie idéales, surtout au niveau technologique, ses habitants, elle va s'avérer être, alors c'est maintenant qui est dernier responsable
qui est le responsable derrière ta caméra principale. Oui, effectivement. Alors, mais bon, là, j'ai malheureusement pas de prêtre du Dieu c'est tout foutu pour pouvoir aller intervenir dans ma caméra. Et puis, j'ai pas forcément envie de taper à coups de marteau dessus parce que d'une part, j'ai pas de marteau, et puis d'autre part, j'en ai peut-être besoin un petit peu plus tard. Alors, les ennuis commencent tôt. Mind's Eye diffuse un reportage sur l'invasion 24 heures après son commencement. Bon, on va virer la référence. Alors, ces petites références là qui étaient en parenthèse crochet, c'était dans la version 3, c'était une sorte d'index interne au truc, mais bon, ça sert un petit peu à rien. Autant pour l'effet de surprise. Lors de la réunion d'urgence du Kepmes, la fédération est priée de quitter la planète dans les 10 jours. On va peut-être raccourcir ça. Le Kepmes demande exige de la fédération qu'elle quitte la planète dans les 10 jours, sous peine de représailles. Non, ça c'est assez évident que c'est sous peine de représailles. Les intéressés répondent à l'injonction en quittant le Kepmes, qui réplique du tac au tac en votant un bloc économique total allègrement contourné par Singapour. Oui, ça c'est un classique, je sais pas encore si je vais le garder. Donc Singapour est une ville libre, elle est incorporée plus ou moins au centre de cette fédération des Hautes-Terres, qui est une nation terrienne qui en fait a toute l'Asie, toute l'Afrique, toute l'Amérique du Sud et la Scandinavie. Et donc Singapour est une ville libre, mais qui est complètement inféodée à la fédération des Hautes-Terres. Le côté, ça reste indépendant, mais ils ont aussi un starport. Du coup, chaque fois qu'il y a un blocus, les marchandises vont passer par Singapour. Après 15 jours d'avance et une implantation comme dans Uber, l'attaque internationale, ça a deux raisons. D'abord, les clans alvarides se sont mis d'accord sur une alliance. Ensuite, la fédération possède tous les terrains dégagés d'Al qui se répandent pas grand chose. Reste la jungle. Oui, bon, ça, c'est pas forcément le truc qui, on va, après. On va pas forcément aller aussi loin, une brève période d'avance et d'implantation. Cam. Touk. Est-ce que soudainement le machin va revenir? Alors, j'ai la caméra qui me fait des choses bizarres, donc je vais voir si par hasard elle se... Non, ça va toujours pas. Oui, là il y a autre truc, mais c'est pas le bon. Bon, toujours pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait là, la webcam? Bon, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Bon, faites comme si de rien n'était. C'était une tentative intéressante. Je crois en fait que je vais éteindre cette webcam parce que... Ben oui, parce que comme un gros neuneu, j'ai éteint la webcam par laquelle passait le micro. Donc oui, ça effectivement, le son a disparu. Haha, lol, surprise. Boum. Donc là, maintenant, vous devez quand même réentendre le son. Je suis désolé pour le truc, ça m'avait totalement... Je me suis dit, bon, je vais éteindre cette caméra, elle sert à rien. Bah non, en fait, elle servait à quelque chose. C'est très lol. Bon, j'espère que ça va pas me refaire des misères.
Je suis un petit peu agacé quand même par le fait que si j'essaie de retrouver une source vidéo, périphérique de capture vidéo, c'est ça, hein, c'est périphérique de capture vidéo, bim bam boum. Voilà. Bon. On fait des trucs un peu moches là, j'aime autant vous dire, c'est un peu honteux ce que je suis en train de bricoler, mais si il faut que qu'on en passe à ça pour que ça fonctionne, eh ben on va passer par là. Voilà, on refait le beam capture ici, l'active track. Ah là. Bon, eh ben voilà, c'est revenu. Alors, pour vous dire le genre de bricolage ignoble que j'ai fait, j'ai créé une nouvelle capture vidéo afin de pouvoir avoir le truc. Et là, il me dit que il y a une diffusion fluide, donc il risque d'avoir des problèmes de diffusion sur YouTube. Ça, je pense que c'est simplement un problème de connexion sur le là où je suis là, parce que donc comme je vous dis, je suis dans un hôtel et puis comme c'est à côté de la Japan Expo, il doit y avoir genre 1 milliard d'otaku qui sont en train de taper sur leurs réseaux sociaux, et si ça se trouve aussi en train de faire des lives comme moi, donc ça risque d'être un petit peu bizarroïde. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes de connexion, si vous voyez que ça commence à fluctuer. Malheureusement, je pourrais pas y faire grand-chose. Seule chose que je pourrais faire, je pense, c'est désactiver Twitch de façon, parce que pour l'instant, il y a l'air d'avoir pas grand monde sur Twitch. Donc ça sera un petit peu, on va rapatrier tout sur YouTube. Et je coupe le son et je remets le son, et c'est un petit peu ça, ouais, il y a un petit peu de ça. Ça fait, oui, le réseau de l'hôtel en PLS, comme tu dis. Et là, je pense qu'il doit avoir l'habitude, parce que c'est quand même la Japan, ça fait quand même quelques années que ça vient ici, mais effectivement, là, je me souviens qu'une année, j'avais essayé de mettre en ligne une des vidéos de Radio Erdorin depuis l'hôtel, et ça fait été, c'était en 2018 d'ailleurs. Ça devait être la deuxième vidéo que j'essayais de mettre en ligne, et puis je crois que je l'ai mise en ligne quand je suis rentré à Genève, parce qu'autrement, c'était juste absolument impossible. Bon, good times. Alors, ouais, alors les ennuis continuent par l'envoi sur AL d'une unité à matériel. Oui, ça me, je sais pas trop comment bricoler ça, parce que j'ai l'impression que c'est pas des choses très 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 importantes. On peut le faire. Alors on peut dire des convois d'aide militaire et matériel tentent de passer. Tentent de passer et se font tirer dessus comme des malpropres. Hop. Ce qui finit par fâcher la dite marchande qui déclare la guerre à la Fédération des Hautes-Terres. Alors, première escarmouche, la première escarmouche vient de ceux qu'on attendait le moins, l'escorte du convoi d'un clan stellaire Eldarin éparpille une patrouille Elender. La République, qui prétend rien avoir à faire dans cette escarmouche, retire sa déclaration de guerre, mais laisse entendre que si plus tard d'autres convois civils se faisaient attaquer dans la région, il pourrait se passer des choses. Alors ça, c'est une paf, je vais le garder, ce paragraphe-là. Là, on a plein de tous les trucs de temporels, les chronologies, on dégage. Alors, plus compliqué que ça, bam. Donc, pour ceux qui s'étonnent du petit truc qui vient de se passer là, c'est que j'ai quand même défini des raccourcis clavier dans
Alors ceux qui étaient là depuis un petit moment ont entendu parler du truc. J'ai un truc qui permet, j'ai un logiciel qui permet de d'étendre des phrases à l'aide de raccourcis. Alors par exemple, si je tape CPCQC, ça fait c'est plus compliqué que ça. Et chose que j'oublie à chaque fois, c'est que je peux le faire en le mettant en majuscule, en mettant le C en majuscule, il va le faire mettre aussi en majuscule. Ça va en liste à puce. Je vous démontre le truc, c'est que là, par exemple, typiquement, si je voulais taper c'est plus compliqué que ça, eh ben, il va le mettre le C en majuscule. Je trouve ça, c'est un des logiciels que je trouve absolument indispensable. Et on a voilà, je me disais bien que sur Twitch il y avait quelqu'un, non, c'est un spammer. Eh ben, le spammer, il va dégager sa mère à Mac 12. Tac, tac. Tu vas tu vas me le boum bloquer, et puis tu me le signales aussi au passage, donc à faire. Tu me signales spam suivant, spam, pof. Boum. Envoyer le signalement, bam, voilà. Et du coup, il va, je peux pas le dégager, non, je peux pas le dégager, bien évidemment. Bon, c'est des choses qui arrivent, malheureusement, sur Discord. Alors, c'est quasiment que sur Twitch que je vois popper ce genre de trucs. Sur YouTube, c'est raisonnablement zen. Mais alors, sur Twitch, les bots comme ça, j'en ai généralement un par diffusion. Donc, bon, c'est agaçant, mais ça dégage assez vite. Donc, c'est la première fois depuis près de 3000 ans que les Eldar font monter une capacité militaire. Alors ça aussi, ça ira dans les... C'est plus compliqué que ça. Là encore, c'est quelque chose que je mettrai de façon probablement un peu différente par la suite. Enfin, certainement de façon un peu différente par la suite. Ensuite, les 6 années suivantes se passent dans la routine la plus ennuyeuse qui sorte. La Fédération occupée à s'installer définitivement sur leur colonie et à se défendre contre un peu tout le monde. La résistance salariée se voit par ailleurs renforcée par des éléments du RPF. Et le tout décide de montrer à Highlander qui est encore le maître de cette planète nommée sans blague. Alors ça, oui, c'est pas tout à fait exact. Fédération de mars 2131, la Fédération demande timidement sa réintégration au sein du CUPMES, comme ça pour rire. Ce dernier accepte au grand désarroi de pas mal de personnes dans la sphère. Un délire européen, c'est par l'hystérique, ça recommence. Hop, ça c'était une référence à une phrase que Thias avait tendance à dire un petit peu tout le temps dans ses parties. Donc ça sert un peu à rien. C'est des private jokes qui sont bien mignonnes, mais qui en fait n'amènent pas grand chose au truc. Ouais, alors ça, tac, on peut bien dire, quelques mois plus tard, les Highlander reviennent sur Alta avec des renforts, des flottes d'invasion les plus imposantes, sur l'histoire du Gabriel Fort. Ouais, ça c'est rigolo, mais... En fait, ça c'est un élément sur lequel il faudra peut-être que je change, parce que dans mon idée, les Highlanders sont pas aussi bourrins que ça. Ils ont une méthode bien à eux ils ont tendance à s'appuyer sur des mouvements locaux. Et là, typiquement, sur Alt, alors effectivement, dans un premier temps, ils ont bourriné comme des sagouins, ça n'a pas bien marché. Mais dans un deuxième temps, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont appuyés sur des clans locaux. Ils leur ont dit, on va vous donner des technologies, on va vous donner l'avantage sur les autres clans, mais en échange, vous allez nous aider. Et il y a un certain nombre de clans qui ont dit oui, et du coup, sur Alt, maintenant, la situation en 2300, c'est qu'il y a à peu près un tiers de la planète qui est contrôlée par les Highlanders, avec l'appui de clans locaux, de clans, entre guillemets, civilisés, enfin, Highlanderisés d'une certaine façon, et le reste des clans, ils sont toujours en plus ou moins en résistance, en baston. Et puis, il y a une sorte de statu quo qui se fait parce que, en fait, les Talvarides, ils ont pas envie que ça dégénère en guerre mondiale parce que au bout d'un moment, ils ont très bien vu, enfin, ils sont quand même assez intelligents pour voir ce qui s'est passé sur Terre. Ils ont pas envie qu'il y ait des échanges nucléaires sur leur planète, ce qui paraît quand même assez compréhensible. Donc, je pense que tout ça va être quand même assez massivement réécrit. Alors, il y a l'épisode du HLS Gabriel Fort, cette espèce de mini Battlestar, qui en fait, alors là encore, ça c'est un truc, entre-temps, lorsque j'ai écrit ces histoires, donc
pour résumer le truc, c'est que les Highlanders arrivent avec un énorme vaisseau, histoire de faire peur à tout le monde, et que en fait ce vaisseau se fait capturer par un commando. Et parce qu'en fait, des vaisseaux aussi gros que ça sert à rien. C'est un petit peu la raison pour laquelle maintenant, en 2025, plus personne ne fabrique des cuirassés de 60 000 tonnes. On a très bien vu pour la Deuxième Guerre mondiale que ça servait surtout à tirer des bombes, mais qu'en fait, au niveau puissance de feu, ok, ça peut quand même avoir un certain intérêt, ça pouvait quand même avoir un certain intérêt dans les années 40 pour faire de l'appui-feu, et jusque dans les années 80, parce qu'il y avait quand même effectivement le USS New Jersey qui a fait des appuis-feu lorsque les Américains sont intervenus au Liban dans les années 80, mais fondamentalement dans un conflit où on n'a pas forcément la maîtrise des mers et la maîtrise des airs, ça devient des cibles, ça devient vraiment des aimants à bombes. Les porte-avions, c'est un peu pareil d'ailleurs. Sauf que les porte-avions, il y a une notion de projection de force qui peut rendre la chose encore vaguement intéressante. Mais c'est encore des trucs qui, tactiquement, sont assez discutables. Et entre-temps, j'ai lu un bouquin de Ian Banks, l'auteur écossais, qui a notamment fait le cycle de la culture, mais il avait fait un bouquin qui était hors du cycle de la culture, aussi en SF, et avec notamment, dans l'histoire, il y avait une nation planétaire, un tantinet fascisante, qui partait envahir ses voisins, et son dirigeant avait un énorme vaisseau de guerre, et la plupart des tacticiens appelaient ce genre de truc un idiot inside, parce que faut vraiment être très con pour fabriquer un énorme vaisseau comme ça. C'est un gaspillage de ressources, c'est vraiment un projet plus de prestige qu'un projet avec un intérêt militaire, et je suis pas en train de regarder la bonne caméra, désolé. Et du coup, cette espèce de gros vaisseau, tactiquement, il servait à rien en fait. Donc il y a ce truc. Les Battlestars avaient leur intérêt, ce que les Terriens. Alors c'est les Terriens qui appellent des Battlestars. Les peuples, parce que c'est quand même des gros vaisseaux qui existaient à l'époque de la Première Guerre stellaire. Ils avaient un certain intérêt. Même si en fait là encore c'était principalement des trucs de prestige, et je regarde toujours pas la bonne caméra, c'est encore des trucs de prestige qui servaient en fait pas à grand chose. Voilà, donc il va falloir que je garde cette histoire, je pense qu'il va falloir que je réécrive toute cette partie sur la résistance sur Alt, parce qu'elle fait pas vraiment de sens. Il va falloir que je réécrive également toute la partie autour du HLS Gabriel Faure. On va garder quand même les éléments de base, mais ça va être un petit peu différent quand même. Alors, boum. Je regarde toujours un petit peu parce que je suis pas 100% sûr que il y a encore du monde, il y a encore un petit peu de monde. Je suis pas sûr que tout le monde soit encore là, et visiblement des gens qui sont partis. Je comprends, on est quand même dans les trucs un petit peu hermétiques, hein. Et puis, comme je fais remarquer, regarder quelqu'un écrire, c'est un petit peu comme de regarder de la peinture séchée. C'est pas forcément le truc le plus radicalement intéressant qu'on puisse trouver, notamment sur Twitch, enfin tout ce qui est live stream en général. Mais très franchement, ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait du monde qui regarde, qui interagisse aussi avec ce truc, qui fasse des remarques, parce que moi ça me motive quand même pas mal à avancer sur le projet. Ça me dit que oui, il y a quand même des gens qui regardent le truc. Alors, pouf. Donc oui, alors toute cette partie-là, je pense qu'il va falloir que je la réécrive, mais là, comme ça, j'ai pas trop le courage de réécrire. En fait, je sais pas trop si je vais continuer très très longtemps ce live stream, pour être très franc, parce que je suis un peu fatigué. Alors, Bastien Lopez, quel talent, et vous en avez des idées? Merci à toi. Alors, c'est quand même des idées. Alors, faut voir un petit peu que l'univers de Tigre Volant de Verdorin, c'est un truc que j'ai dans la tête depuis plus de 40 ans. En fait, j'ai commencé à réfléchir, j'avais commencé à avoir des idées sur cet univers avant que je commence à faire du jeu de rôle, et je fais du jeu de rôle depuis 1982, histoire de poser quand même le bazar. Je viens de voir une remarque assez intéressante de Vincent, mais évidemment je l'ai raté parce que je faisais autre chose. La différence entre les militaires de parade, le gros vaisseau, et les militaires de terrain, les Space Marines. Oui, c'est un petit peu ça. Mais là encore, je dirais que c'est aussi
Ok, si tu débarques avec un gros vaisseau sur une civilisation qui n'a pas beaucoup de ressources, tu peux faire quelque chose de très impressionnant et effectivement ça peut faire du sens. Si tu te frites avec des nations stellaires qui ont genre 5000 ans d'expérience à se taper sur la gueule avec des vaisseaux, bah, soudainement, c'est beaucoup moins intéressant. Et c'est un petit peu ce que découvre la Fédération des Hautes-Terres. Alors, ce qui est aussi un petit peu... la chose est un petit peu particulière parce que ils arrivent à un moment donné où on leur dit ça fait 3000 ans que la galaxie, enfin que ce bout de la galaxie qu'on appelle la sphère est en paix. Les batailles les plus spectaculaires qui a eu lieu depuis 3000 ans, ça devait impliquer 15 vaisseaux à tout péter. Généralement, c'était des pirates et puis des opérations de nettoyage. Personne n'a jamais vu un vaisseau de guerre plus gros qu'un destroyer, et donc tu te dis bon bah je vais arriver avec des croiseurs lourds, ça va faire peur à tout le monde. Sauf que ce que les gens t'ont pas dit, c'est que les équivalents des croiseurs lourds, en fait, ils sont planqués, ils sont mis sous naphtaline, et puis bah ils attendent que ça pour les ressortir, ou alors ils ont été convertis en vaisseaux de transport, en planquant l'armement, en enlevant l'armement principal, en planquant l'armement secondaire. Mais si jamais, là encore, c'est des trucs que tu peux ressortir de la naphtaline, et puis si jamais il y a vraiment un problème, dans les 6 mois qui suivent, t'as une flotte de guerre bien méchante. Et ça, la Fédération des Hautes-Terres, ils le savaient pas. Ils s'en doutaient peut-être un petit peu, mais ils se disaient non, ça va, on a du temps. Et donc ils ont été pris un petit peu par surprise parce que ils regardaient en fait ce qui se passait dans les nations. Ils n'ont pas pensé que les clans entre guillemets indépendants, alors, toute la manière dont fonctionnent les clans Eldarin et Atalen, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, en apparence, c'est des nations qui ressemblent un petit peu à de l'anarchie, enfin anarchie dans le sens positif du terme, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de chef, les choses se bricolent au niveau local avec un minimum d'intervention étatique, un minimum de trucs. Donc les gars se disent bon ben ça va, c'est tranquille. Et en fait, le système, en tout cas chez les Eldar, c'est quasiment du féodalisme, puisqu'il y a énormément de clans qui ont beaucoup d'autonomie et qui ont aussi beaucoup de puissance. Donc si jamais ces clans-là commencent à se mettre en branle, ils commencent à faire des choses un peu actives, ben il y a des nations qui tremblent. Et puis comme il y a toujours cette notion de réputation et de dette d'honneur et de choses qui roulent, ben à un moment donné, il y a peut-être une nation qui va dire dites le clan avec les gros vaisseaux, est-ce que vous pouvez venir nous aider pour régler la dette que vous avez envers nous depuis 5000 ans? Alors, pendant ce temps, Word a décidé qu'il allait passer en truc. Bon, la troisième guerre stellaire, je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc là, c'est la Fédération des Hautes-Terres qui a la brillante idée d'aller se friter contre la nation militaire la plus balèze du coin, à savoir les Karlan. C'est un petit peu du pur génie. Le truc qui est le plus bizarre, c'est qu'en fait, ça fonctionne raisonnablement bien. Mais bref. Mais il y a un truc que je voulais aussi vous montrer. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai commencé à bosser depuis un petit moment, parce que bon là, je vous parle de Erdorin 2300, le jeu de rôle, mais en fait, Erdorin, il y a tout un univers derrière, il y a tout un tas de trucs que je suis en train que j'ai déjà bricolé, que je suis en train de rebricoler, notamment, alors je sais pas si certains d'entre vous ont lu les romans Erdorin Chronique de caméra ici, les romans Erdorin Chronique de l'Arbre Monde, en fait, le roman, il n'y en a qu'un seul qui est sorti sous forme de bouquin, mais il y a des épisodes qui ont été parus. Alors, c'est le premier des lives que je suis, donc c'est un peu nébuleux, mais le fait de voir que l'univers est aussi fluide dans ton esprit est captivant. Aussi, sur le point sur les cuirassés m'a parlé. Ben, merci. C'est vrai que, c'est, comme je disais, c'est un petit peu difficile de rendre passionnant un truc sur un sujet aussi abscon, aussi clair. Alors, c'est assez intéressant sur les deux premiers. Tu peux peut-être voir, il y a des rediffs que j'ai mis sur le site YouTube, mais en fait, je crois qu'elles sont sur le site YouTube de Erdorin, donc c'est un autre site, c'est un site secondaire que j'ai. Un site secondaire que j'ai, qui s'appelle Erdorin tout court.
Et là, en fait, j'avais Axel Bouet, illustratrice et autrice de jeux de rôle, et puis Alicia, sa compagne, et en fait, elles deux sont très impliquées. Axel est impliqué dans l'univers de Tigre Volant depuis très 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 longtemps, depuis genre 30 ans. Et puis, Alicia s'est aussi énormément intéressée à ça, et puis on a beaucoup d'échanges parce qu'il y a énormément de gens. Ça peut amener des concepts pour des albums de metal prog. C'est fait. Alors, en fait, c'est le contraire, je dirais, c'est qu'en fait, il y a énormément d'éléments de cet univers qui ont été inspirés parce que j'écoute. Et la raison pour laquelle Radio Erdorin s'appelle Radio Erdorin, c'est parce que d'une certaine façon, ce que je propose en chronique, c'est les bandes son, c'est les musiques qui m'inspirent pour écrire cet univers de jeu. Dans les premières éditions du jeu, dans les 2 premières, un petit peu moins dans la 3e, il y avait beaucoup de citations de groupes de musique que j'écoutais à l'époque. Je dis à l'époque parce que typiquement Halloween, c'est un groupe que j'écoute plus du tout. Mais par contre, d'autres groupes comme Saga, Marillion, Eja, etc. Donc ça, c'était vraiment des trucs qui étaient assez présents. Même des groupes totalement inconnus du genre Q5, un groupe de hard FM des années 80, que absolument personne m'en souvient. Je crois que Mob en avait parlé une fois sur un de ses épisodes. Ça m'avait assez fait flipper que lui en parle. Alors je pensais être une des dernières personnes à savoir que ce groupe existait. Et alors oui, après il y a pas mal de gens qui font qui font des concept albums de prog metal sur la base de trucs de fantasy ou de SF. Alors une personne que je connais très bien, par exemple, c'est Tony Beaufils, l'orque au banjo du Naël Band, qui a un projet qui s'appelle Cantis, et Cantis ça a été déployé d'abord sous la forme d'un roman, ensuite sous la forme d'un album de metal prog, puis on a sorti un deuxième derrière. C'est du metal prog symphonique, c'est un peu du power prog symphonique, c'est assez sympa, donc si vous connaissez pas, c'est vraiment bien. Cantis, c'est Q-A-N, donc il n'y a pas de U, Q-A-N-T-I-C-E. Et là, je sais qu'il est en train de bosser sur un nouvel album avec ce projet, ce qui est assez cool. J'attends ça avec une certaine impatience. Voilà, et donc, j'avais commencé à écrire cette histoire, Erdorin, Chronique de l'Arbre Monde, qui est en fait inspiré d'un projet de BD que j'avais avec Axel et un autre copain à l'époque. Et puis le projet de BD a été un petit peu abandonné, mais je l'ai repris sous forme roman. Donc il y a un premier roman qui est sorti qui comprend les 3 premiers livres entre guillemets. Des livres, c'est des novellas, hein, mais effectivement ça forme généralement un tout. Il y a le deuxième, donc il est censé avoir 3 tomes en tout. C'est une trilogie, hein, comme tous les projets de SF qui se respectent. C'est une trilogie. Donc il y a un premier bouquin qui est sorti. Il y a un deuxième bouquin que je suis en train de finir justement. Et à ce sujet, je voulais vous montrer. Est-ce qu'il va me montrer le numéro 2 mise au point caméra 2. Non, il faut que je cache celui-là. Voilà. Et là, je vais arriver sur mon deuxième fichier Word. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire, lui? Bon. Tac. Tu es en train de nous balancer que les Telvarides sont nés de tes écoutes de folk metal. Alors non. Alors c'est encore plus con que ça. Parce que, alors, souvent, quand on va me dire c'est quoi tes... C'est quoi tes tips pour créer un univers de jeu de rôle? Alors j'ai dit ma première astuce, c'est pomper. Vous allez prendre un jeu, vous allez le copier. Et la deuxième astuce, c'est vous changer les noms. Et énormément de trucs qu'il y a dans Tigre Volant, en fait, très honnêtement, ça vient de Space Opera, qui était un jeu de science-fiction de FGU, Fantasy Game Unlimited, sorti au début des années 80, c'est probablement l'archétype des jeux des années 80. En plus, FGU avait une réputation d'avoir des systèmes qui étaient ultra crunchy, qui avaient vraiment des trucs, t'avais des formules dans tous les sens. Je crois même dans les créations de vaisseaux spatiaux, t'as des formules qui impliquent des racines carrées. Donc c'est une abomination. Ça, si t'es pas ingénieur, tu joues pas ce jeu. Et puis, en fait, l'univers de jeu était quasiment inexistant. Mais il y avait 2-3 peuples que j'avais trouvé cool. Et typiquement, les Siani,
c'est un peuple qui vient de l'univers de Space Opera. Les Talvarides, c'est un peuple qui vient aussi de l'univers de Space Opera, et je crois les Rohan aussi. Mais j'ai changé les noms, et puis en fait, surtout, j'ai pas fait que changer les noms, parce que quand même, faut pas déconner, hein, mais il y a quand même, j'ai créé tout l'univers qui allait autour, alors pas tout seul, notamment les Siani, c'est quelqu'un comme Mathias Wiesmann, qui m'a énormément aidé à faire ça, et mais le nom, et ce que c'était, je veux dire, les arts anthropomorphes, ben ça vient pour les Sianis, ça vient de là, les hommes avec les races de canidés qui sont devenus des hommes avec des têtes de chiens, ben c'était les Rohan, et puis les Talvarides, effectivement, ben des ours anthropomorphes, mais tout le côté Pendragon parfait pour écrire l'heroic fantasy, bah oui, par exemple, alors encore que Pendragon, je trouve que c'est pas forcément un groupe qui s'apparente vraiment à de l'heroic fantasy. Il y aurait des choses qui seraient beaucoup plus adaptées, comme par exemple Blind Guardian, ou même si tu veux y aller dans le Glory Hammer ou dans les choses comme ça, ou Rhapsody of Fire, ou alors un truc qui peut être assez amusant dans un style un peu différent, c'est Witch Hazel. C'est des groupes qui sont qui font un espèce de hard rock années 70 très inspiré par l'imagerie médiévale. Bon, on sait pas pourquoi, mais ben, tant pis pour toi. C'est assez bizarre, hein, je sais pas pourquoi de temps en temps l'osmo déconnecte, c'est vraiment très bizarre. Bref, bon, tant que la webcam prend le relais, c'est pas trop grave. Je vois que... Et donc, pour en revenir, parce que là, j'ai quand même sérieusement digressé sur le truc, donc Erdorin, Chronique de l'Arbre-Monde, c'est une série de romans qui mettent en scène, j'ai donné un grand coup dans la table, désolé, qui mettent en scène un certain nombre de personnages particulièrement hauts couleurs, notamment une ancienne reine de l'époque d'avant l'exil, donc de l'époque où les Eldar vivaient encore sur Terre, et puis qui fait alliance, voire beaucoup plus si affinité, avec une détective privée terrienne qui a été Star du X version BDSM. Et puis à un moment donné, ils engagent un Rohan comme garde du corps, en tout bien tout honneur, parce que lui, il est plutôt fidèle à sa compagne, qui est aussi militaire façon commando, donc t'as pas forcément envie de te fâcher avec elle. Et puis donc il se retrouve impliqué dans toute une histoire de découverte de secrets, et puis aussi de rechercher la fille adoptive de la princesse, enfin de la reine, qui semble-t-il elle aussi a survécu. Il y a toute une légende autour de ça, enfin c'est un truc assez épique, assez débile par moments aussi, parce que voilà. Je dois aussi confesser que les chats existaient bien avant que les Kripkat. T'as pompé toi aussi. Bah tu vois, je dis ça marche à tous les coups. Mais plus sérieusement, la plupart des gens enfin quasiment tous les gens qui créent, qu'ils l'avouent ou non, on est sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Hein. On est des nains sur des épaules de géants. Donc peut-être que si on a de la chance, on va inspirer des personnes, et puis on sera pour eux les géants sur l'épaule desquels ils vont se percher pour hériter des trucs encore plus géniaux. C'est le mieux qu'on puisse espérer, je dirais. C'est pas tant que tout a été déjà écrit, mais il y a déjà énormément de corpus, et puis Ron Yenné sont les précurseurs de ce genre. J'ai les textes, j'ai envie de les découvrir, mais c'est intéressant. Alors oui, Ron Yenné, effectivement, c'est un des précurseurs. Alors après, si on regarde les vrais précurseurs de la science-fiction, du fantastique, on pourrait remonter encore à des gens comme typiquement Mary Shelley pour Frankenstein. Hein, elle est considérée comme étant la mère de la science-fiction. C'est pas tout à fait, il y a des choses à discuter, mais c'est quand même ça se négocie, disons. On pourrait parler aussi de Cyrano de Bergerac, qui avait inventé ces histoires de royaume de la lune, le vrai Cyrano de Bergerac, donc qui n'est pas seulement un personnage d'Edmond Rostand, donc c'est vraiment un personnage qui a existé, qui a écrit des trucs de SF. Et pour en revenir une énième fois, pour arriver à ça, ce que je voulais en dire, donc là, je suis en train d'écrire le livre 6, qui est donc la troisième partie de du deuxième roman de la trilogie.
Et donc j'avais déjà écrit quand même quelques trucs, certains éléments, parce que la particularité c'est que de temps en temps il y a des éléments qui sont des flashbacks de l'époque où Dayfield, donc la reine était reine, donc à l'époque d'avant l'exil. Et puis il y a d'autres trucs qui viennent se mettre dans l'histoire. Il y a toute la partie, on va dire, plus contemporaine, où les personnages enquêtent sur essayer de retrouver la fille adoptive de Dayfield, qui s'avère en fait avoir elle aussi survécu et est devenue une Idoru en Fédération des Hautes-Terres. Et puis encore il y a tout un complot pour essayer de faire revenir des anciens dieux. Enfin c'est assez compliqué, c'est assez épique, et disons que moi j'aime bien ce que j'ai écrit, alors même si je suis quand même si on me laisse si on me laisse faire, je vais probablement réécrire 17 fois avant d'arriver à publier quoi que ce soit. Là, je suis en train de ressonger sérieusement à retravailler certaines des scènes, justement, à mieux intégrer les scènes flashback dans le flux du roman. Et puis, je suis en train de continuer à écrire. Là, tout à l'heure, pendant la Japan Expo, je m'étais assis à une table en boire un café, puis j'avais commencé à taper la suite des aventures. Je vois qu'il y a des fautes. Non, en fait, je suis en train de corriger des trucs. En fait, je sais que ça sert à rien parce que là, je vous ai copié ça dans un fichier Word pour pouvoir vous les montrer pendant le stream. Mais en fait, le fichier original, il est sur un autre logiciel. Donc en fait, ça sert à rien que je change des trucs ici parce que c'est pas ce qui va être au final. Voilà. Alors si vous avez des questions, c'est un petit peu le moment de les donner, parce que je pense que je vais probablement arrêter le stream dans pas très longtemps, parce que je dois avouer que, comme je vous dis, je fatigue un petit peu. Je veux dire, une journée de Japan Expo, ça use quand même pas mal, ça use. Ça use pas que les souliers d'ailleurs. Même Balzac a fait un peu de fantastique, bien sûr. Oh oui, non. Balzac, Maupassant, il y a pas mal de trucs justement en fantastique là-dessus, bien sûr. Alors, je disais, la chose était un petit peu discutable, principalement parce que le terme science-fiction en lui-même, il date de 1939. Et c'était Hugo Gernsback, si mes souvenirs sont bons du nom, qui était l'éditeur d'un des magazines pulp, qui accueillait énormément d'auteurs, qui a créé ce terme. Un des trucs les plus bluffants que j'ai pu lire dans les bouquins Save the Cat de Black Snyder, c'est le fameux mantra des écrivains qui dit « raconter la même histoire mais autrement ». C'est vrai. Et on a Mathias qui vient d'arriver. Bonsoir Mathias. Alors, tu arrives juste au moment où malheureusement je vais devoir couper. Et je te rappelle que je ne parle toujours pas le japonais, donc je n'ai pas la moindre idée de ce que tu as écrit après le ça. Et oui, une seule journée à la Japan Expo, ça m'a pas suffi pour m'améliorer mon japonais. Désolé. Use évidemment. Kurt Vonnegut, Abattoir 5, oui, ça c'est aussi un classique. Alors Vonnegut, j'avais lu qu'un seul truc de lui, c'est un truc qui a la glace 9. Maintenant, je me souviens plus du titre du bouquin, mais c'était l'histoire avec la glace 9 d'ailleurs, un truc assez qui finit super mal. La glace 9, c'est un produit qui transforme tout eau en glace 9. Voilà. Donc t'en laisses tomber une goutte dans l'océan et t'as de la glace 9 partout, youpi youpla. Évidemment, c'est comme ça que ça se termine. Parce que Vonnegut. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, désolé Mathias, mais tu arrives effectivement bien trop tard pour le stream, je suis vraiment navré. J'avais essayé justement de le commencer celui-là à 9h, parce que pas mal de gens, en fait, j'avais fait un petit sondage sur YouTube pour demander un petit peu aux gens quand est-ce que... Parce qu'évidemment, je me suis aperçu que 8h30, chaque fois que je faisais un stream à 8h30, il y avait plein de gens qui se connectaient vers 9h, 9h30, donc je me suis dit, bon, est-ce que je fais mes streams trop tôt? Donc, tu regarderais le replay. Bah oui, je le mettrai en ligne. Alors par contre, je sais pas trop quand je vais le mettre en ligne, parce que donc, comme mentionné, là, je suis un petit peu en nomade, parce que tu vois le décor derrière, c'est la chambre d'hôtel dans laquelle je suis, et
et je suis pas certain, alors si j'ai le matériel pour pouvoir faire le replay en lui-même, pour faire la mise en ligne, ça risque d'être un peu plus compliqué. Endormir les monstres avec cette chaleur. Alors ici, il fait plutôt frais parce qu'on a de l'air conditionné, et en fait, j'étais d'ailleurs assez surpris. Je pensais qu'à Paris, il allait faire 1 milliard de degrés. Alors peut-être qu'à Paris même, il fait 1 milliard de degrés, mais ici, à parler des expositions à Villepinte, c'est plutôt frais en fait, il fait chaud mais il fait pas turbo chaud. Tu penses quoi de l'idée de faire une fois un live discussion livre SF? Alors oui, tout à fait, ça c'est quelque chose auquel je pensais, parce que je lis et je chronique beaucoup de bouquins en SF, et effectivement à un moment donné, je pourrais peut-être faire ça une fois par mois. En tout cas, c'est très cool de te voir en direct bosser sur Erdorine. Bonne continuation et bonne fin de la panne. Merci à vous. Effort acharné, oui, enfin, pour le stream, c'était pas énorme, mais enfin, au moins, on a fait des trucs, au moins, on a discuté. J'ai trouvé ça assez sympa. En tout cas, merci à ceux qui sont venus découvrir Erdorine avec moi, et puis en fait, ça a l'air con comme ça, parce que j'ai pas beaucoup avancé sur le texte, mais c'est le fait qu'il y ait des gens qui viennent regarder, qui s'intéressent, moi, ça me donne de la motivation pour continuer à bosser. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. C'est vraiment quelque chose qui me motive, et d'ailleurs, la preuve, je continue un petit peu à bosser dessus, même si je travaille pas autant que je devrais sans doute, mais au moins, c'est plus que ce que je faisais depuis 5 ans. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Donc pour ceux qui sont plus intéressés par la musique, je ferai sans doute de nouveau un stream demain, plus donc du côté Radio Erdorine, donc du côté on va parler musique, prog, metal, etc. Donc si vous voulez revenir vers 9h, ça sera probablement dans les mêmes conditions, un petit peu pitoyables, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Sur les tigres de l'au-delà. C'est un petit peu, alors c'est moi qui suis un petit peu dans l'au-delà là, ces temps-ci. Toujours est-il que je vous souhaite une très bonne soirée et à une prochaine.